Vous écoutez France Culture. Frankenstein. Frankenstein, le monde des créatures artificielles. Aujourd'hui, le golem et Pygmalion. Après l'évocation de la jeunesse poétique de Frankenstein et celle de la diffusion planétaire de sa créature via cinéma et bande dessinée, il sera question aujourd'hui en troisième temps de notre grande traversée d'été des plus archaïques et mythiques des créatures artificielles, du golem et de Galatée, d'une colossale poupée d'argile et d'une statue d'ivoire plus vraie que nature, les deux faites de main d'homme. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième temps de cette traversée d'été consacrée au monde imaginaire des créatures artificielles. Et aujourd'hui, nous traiterons du golem, des plus célèbres d'entre elles. Et puis nous terminerons cette émission avec Pygmalion, qui est un des mythes fondateurs justement de l'artificialité et des créatures. Pour évoquer le golem, je suis entouré aujourd'hui de Anne-Hélène Hogg. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conservatrice au musée d'art et d'histoire du judaïsme. On se connaît bien puisqu'on a déjà travaillé ensemble sur maintes expositions, sur les comics, sur Gottlieb, et puis effectivement, on n'a pas travaillé ensemble, mais ça va être le cas aujourd'hui d'une certaine manière, c'est la très belle exposition sur la magie, sous-titrée Anges et démons dans la tradition juive. Donc vous êtes un peu spécialisé dans le mauvais genre, on peut dire, au sein je fais toutes ces expositions pour venir à votre émission, François, c'est une bonne occasion. Bonjour donc à vous. Vous êtes venu avec Ada Ackerman. Bonjour. Bonjour. Alors Ada Ackerman, effectivement, vous êtes la commissaire d'une future exposition en mars 2017 sur le golem au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Donc vous avez tous les arguments, toute la culture golémique dans la tête. Tout est prêt. Donc soyez la bienvenue et on va avec vous voir les aspects, je dirais, culturels, historiques, imaginaires du golem. Présent également Michel Faucheux. Bonjour. Bonjour. Alors Michel Faucheux également tout à fait à sa place dans l'émission d'aujourd'hui et dans la série de cette année, puisque vous êtes philosophe, historien. On vous doit une très récente monographie qui est la meilleure parue à date récente sur Frankenstein, aux éditions L'Archipel, je crois. Oui. Où on trouve tout, l'histoire du texte, l'histoire de sa circulation, l'histoire de l'imaginaire qui en est venu. Et puis j'aurai sûrement le plaisir de vous retrouver cette année. En tout cas, vous êtes avec nous aujourd'hui, non pas directement pour Frankenstein, mais pour un livre paru il y a déjà combien d'années, Michel Faucheux? 7 ans. 7 ans, et qui est encore aujourd'hui disponible, et c'est une bonne chose, aux éditions du Sandre dans la bibliothèque de philosophie contemporaine. Michel Faucheux, Norbert Wiener, le golem et la cybernétique, éléments de fantastique technologique. C'est une sorte d'exploration de ce lien qu'avait fait le fondateur de la cybernétique, Norbert Wiener, avec le mythe du golem, mettant son invention sous le signe du golem. Et se pensant lui-même comme un descendant du Maharal de Prague. Voilà, donc cette relation entre un scientifique et un mythe, évidemment, ne pouvait que m'interpeller. Très bien, donc on va voir avec vous un peu effectivement sa postérité légendaire et mythique du golem à période contemporaine, la manière dont d'une certaine façon le XXe siècle peut être vu à la lumière de la figure du golem. Et en dernière partie d'émission, nous écouterons Jean-Claude Liebenstein nous parler de Pygmalion. Il est en effet l'auteur d'un essai fort érudit sur cette figure nodale, paru aux éditions Les Presses du Réel. Donc bienvenue aujourd'hui au golem.
France Culture, Grande Traversée, Frankenstein et le monde des créatures artificielles, François Angelier. Alors avant de s'attaquer, si j'ose dire, à la figure et à la personne du golem, il est important quand même de faire ce premier tour de table autour de Frankenstein et de savoir quel rapport vous avez, mesdames, messieurs, avec cette figure. Anne-Hélène Hogg, votre découverte de Frankenstein, est-ce que vous avez déjà même éventuellement un rapport? J'étais toute gamine, c'était en regardant la télévision, ça remonte à il y a longtemps, donc le poste était... il y avait encore les films, on diffusait les films des années 30, le dimanche soir ou je ne sais plus quel soir, et c'est là que j'ai découvert Frankenstein et la figure de Boris Karloff avec son horrible tête qui m'avait énormément impressionné, ses coutures, ses cicatrices, donc cette défiguration qui en même temps, si vous voulez, esthétique, on la sentait dans le film. Et puis, par la suite, il y a bien sûr de très nombreuses autres occasions, notamment les romans qui faisaient allusion. Donc le choc primitif, c'est Boris Karloff dans le film de James Whale, Ada Ackerman. Moi, en fait, c'était par la littérature, par le roman de Mary Shelley. Je devais avoir, je ne sais plus exactement, 10-11 ans. J'adorais la littérature fantastique. Et le souvenir le plus marquant, en fait, c'est d'avoir pleuré à la lecture de cette solitude du monstre. Dites-moi, vous êtes une jeune fille d'un romantisme total. Exactement. Découverte littéraire et en plus émue. Voilà, très émue, très émue. Ça m'a beaucoup marqué. Ça arrive donc, c'est possible. Michel Faucheux, alors j'ose pas vous poser la question, étant donné que vous êtes l'auteur, je le répète, d'une monographie importante sur Frankenstein, mais alors votre première rencontre, littérature, cinéma, bande dessinée? Non, ma première rencontre fut littéraire, donc il y a bien longtemps, parce que j'aimais bien la littérature fantastique, ou the Gothic novels, comme on dit. Et puis, ma rencontre fut renouvelée lorsque... Justement, à la suite de mes réflexions sur le golem et la cybernétique, je me réintéressais à Frankenstein, dans la mesure où la figure du monstre, évidemment, n'est pas sans lien avec le mythe du golem. Et puis, je dois dire aussi, d'une manière alors plus personnelle, plus autobiographique, j'ai toujours été fasciné par le personnage romantique, fascinant, solitaire aussi, en tout cas vers la fin de sa vie, de Mary Shelley. Et aussi digne héritière de sa mère, Mary Wollstonecraft, belle féministe qui écrit de grands et beaux livres sous la Révolution. Très bien, toutes les aventures sont donc permises, découvertes littéraires et découvertes télévisuelles et cinématographiques. On va commencer avec vous, Anne-Hélène Hogg, sur justement, je dirais, le socle philosophique, métaphysique et mystique dans lequel s'enracine, d'où est extrait la pâte même qui forme le golem. D'abord avec peut-être cette question, je réfère une nouvelle fois à cette exposition sur le magie, sur l'ange et démon dans la tradition juive. Le judaïsme fait place à la magie. À la différence d'autres religions qui la bannissent. Largement répandu, il fait place à la magie, de gré ou de force, je dirais même, puisque de toute façon, c'est un incontournable des sociétés. Donc la société juive comme les autres, ou les sociétés juives comme les autres ont leurs pratiques magiques. Ce qui est certain, c'est que la magie qui est mentionnée déjà dans la Bible, la sorcière, tu ne la laisseras pas vivre, est tout à fait licite dans la mesure où elle est au service d'une œuvre ou d'un projet pour Dieu, d'un projet qui accomplit la volonté de Dieu, y compris quand ce ne sont pas des Juifs qui l'accomplissent. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, toute la question du statut de la magie au sein de l'orthodoxie juive, c'est un très long débat, parce que pendant très longtemps, le Talmud est plein de références à la magie. On croit aux démons, ça veut dire que on croit aux anges. Déjà, ils figurent, ils sont extrêmement présents dans l'univers vétérotestamentaire, et puis ils le sont encore plus dans le Talmud, notamment le Talmud de Babylone, qui vient d'une culture extrêmement marquée par la pensée orientale, ne l'oublions pas, donc la pensée assyro-babylonienne. Et donc on est sur un contexte extrêmement riche en figures, d'où émerge notamment celle de Lilith, de la démone Lilith, qui est en même temps une ancienne figure divine, d'une déesse de la terre. La première femme. Voilà, et qui serait la première femme. Alors on a beaucoup dit sur cette Lilith, et le fait est qu'elle apparaît comme étant celle qui est la rebelle, qui n'a pas voulu se soumettre à Adam, et donc elle va s'enfuir, on va tenter de la ramener, Dieu envoie des anges pour la ramener, elle refuse de revenir, donc elle va être maudite.
Et en même temps, elle dit, pour le prix de cette malédiction, je m'unirai à des démons, donc, ce qu'elle fait déjà. Mais si vous tuez 100 de mes enfants chaque jour, puisqu'elle elle est très prolifique, puisque c'est finalement la nature divine, la nature humaine ou disons terrestre, la génitrice par excellence. Et donc, elle prolifère avec des démons. Et là, on peut tuer par centaines les démons. Et elle dit, je viendrai chercher un fils d'Adam, chaque fois que je le pourrai, dans ses 8 premiers jours, et une fille dans ses 20 jours. Donc, il y a une tradition comme ça, très très forte, qui montre une femme, une première Ève, qui s'allie finalement, et d'où l'idée de cette image démoniaque de la femme aussi, de sa proximité avec les puissances du mal, ou disons les puissances obscures. C'est précisément ce que l'humanité charrie dans la pensée collective depuis très longtemps. Et la magie finalement s'organise autour de cette idée d'affrontement, de forces de lumière, on va dire, pour employer un vocabulaire très contemporain, parce qu'à l'époque c'est pas exactement ça, de forces donc dans un ordre du monde, dans une cosmogonie extrêmement hiérarchisée. Nous avons Dieu, les anges avec toutes leurs légions, ce qui a beaucoup inspiré d'ailleurs les films de science-fiction récemment, ou disons d'heroic fantasy, et puis le monde démoniaque qui vit aux marges du monde des hommes. Et donc, il guette dans les endroits putrides, etc., isolés, abandonnés. Finalement, ces démons guettent les hommes dont ils sont évidemment jaloux et ils sont... Alors ça, c'est une figure sombre de la magie. Je cite un des rédacteurs du catalogue de l'exposition. L'un des traits caractéristiques importants du judaïsme depuis l'Antiquité jusqu'au temps moderne est qu'il a appris à coexister avec la magie et à accepter le fait que beaucoup de fidèles ont besoin d'un petit plus lorsqu'il y va de la santé, de la sécurité, de la fertilité et de l'amour. C'est une demande qu'il faut prendre en considération et la réponse est assurée tant par les autorités religieuses elles-mêmes, tantôt par des individus qui ne font pas partie de l'élite religieuse, mais ne sont pas non plus des hérétiques. Donc c'est une magie quand même qui est à destination du fidèle et qui sert, lui facilite la vie, le petit plus. Exactement. L'idée du petit plus, c'est quand même, c'est pas n'importe qui peut le pratiquer, même si chacun en a besoin. Alors on s'aperçoit quand dans la pratique, il y a un domaine qui serait celui des femmes et qui est celui de gérer finalement cette magie du quotidien, c'est-à-dire cette défense quotidienne par rapport aux maladies des enfants, aux problèmes de la maison. Et puis, il y a une magie, je dirais, beaucoup plus spirituelle, qui est l'œuvre des savants, des rabbins, qui, eux, traitent de la question, alors, de la maladie, de guérir, de la stérilité, etc., par le fait qu'ils sont des intercesseurs. Le magicien ou le kabbaliste est un intercesseur. Il est ce personnage qui, entre Dieu et les hommes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment aussi dans la figure du prophète ou autre, mais là en ce qui concerne la magie, il est finalement celui qui est chargé d'insuffler, notamment s'il est ce qu'on appelle un Baal Shem, c'est-à-dire un maître du nom, d'insuffler grâce à la puissance divine par la parole, par le langage, donc à travers des formules, des forces bénéfiques qui viennent, bénéfiques la plupart du temps, mais ne nous leurrons pas, il existe aussi, comme dans toutes les magies, de la magie noire, ou qu'on peut reconsidérer comme de la magie noire par rapport à la magie blanche. Et donc cette maîtrise est essentielle, c'est-à-dire que lui seul sait comment rester dans les normes, en quelque sorte, ne pas dévier. Par exemple, on dit que la nécromancie est interdite. Donc c'est la prévision de par les morts. Voilà. Donc quand le roi Shaoul interroge, alors qu'il a fait bannir et exécuter tous les nécromanciens de son royaume, il cherche une nécromancienne, il commet bien entendu une transgression de première catégorie, je dirais. La question de qui est la sorcière, de ce qui est le permis et l'interdit, est une préoccupation constante dans l'univers de la magie. C'est pour ça que ce qu'on demande finalement aux experts, c'est une transmission à la lettre des recettes, des procédures, etc. On est initié. Et puis, on doit copier, on doit reproduire exactement. Il y a des procédures. Voilà, il y a des recettes, on n'en bouge pas. Et donc, on tolère assez peu l'innovation. Mais ceci dit, il y a une pensée thaumaturge, bien sûr, d'où le rôle des rabbins thaumaturges jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc nous avons aujourd'hui, dans le monde juif comme ailleurs, des gens qui sont réputés pour être guérisseurs, qui sont réputés pour être des consolateurs, et qui ne sont pas simplement sollicités par des juifs, mais aussi par des gens qui ont des épreuves dans la vie et qui vont les voir. Donc il y a une contemporanéité aussi du phénomène de la magie qu'il ne faut pas négliger.
soul shall make man to toil for me. A golem without need. He had youth and strength, and now walled up in old age. Forget old age, there's joy in youth, and sweetest scent, the breezes, the tide drift, dive deep and swim. I breathe life into his soul, gave him youth. The golem has no soul. And cannot die. Golem is not man. But he began to want the things man wants. You were deceived. The desire, Every girl was at his door, opening, burning, joy of youth. Un extrait de Golem, un opéra du compositeur anglais John Cassavetes. Il n'y a pas eu énormément d'opéras inspirés par la figure du golem, pourtant il y avait moyen. Enfin, il y en aura peut-être beaucoup dans le futur, mais en tout cas pour l'instant il y en a 2 ou 3. Oui, alors pour Je parle parler d'opéra, hein. Oui, pour parler des plus récents, on peut citer l'opéra qui malheureusement n'a pas été beaucoup joué en dehors de Prague, qui s'appelle Golem 13, sur une musique de White, qui est en résonance avec des questionnements contemporains, puisqu'en fait on y voit à la fois le golem légendaire dans son contexte de l'époque, et ensuite on le voit revenir en terre d'Israël à l'heure des expérimentations génétiques. Et donc, c'est... Golem et post-humanisme. On va en parler tout au long de cette émission. Effectivement, des opéras sur le golem, on peut en entendre quelques-uns, dont celui-ci, donc de John Cassavetes, et puis un grand opéra post-romantique d'Eugen d'Albert, cet élève de Liszt. Ouais. Là, c'est plutôt une vision, je dirais, straussienne de la figure du golem. Alors, parlons golem, Anne-Hélène Hogg, déjà avec le mot. Alors, d'abord, le golem... Faisons une première analyse, mais cette fois un peu lexicographique. Quel est le sens du mot? Où le trouve-t-on et oui, le mot golem est construit à partir du radical hébraïque, je vais dire en français GLM, donc Gimel Lamed Mim, même, et qui va être décliné la première fois. On le trouve dans les psaumes, dans le psaume 139 au verset 16. C'est une référence que tout le monde connaît en fait parce que c'est la première qu'on donne sur le golem. Mais on donne rarement en fait tout le passage de 139 qui est extrêmement intéressant parce qu'on comprend mieux de quoi il s'agit. Si on ne lit que le verset 16, on ne se rend pas compte de quoi on parle. Et le terme employé à ce moment-là, c'est galmi, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on voit apparaître cette notion de galem comme étant qui nous fait penser à d'autres sons également, pensant au Gollum par exemple du Seigneur des Anneaux, etc. Tout à fait. On est sur une matière brute, sur une terre, sur une poussière, sur une chose informe. Et je voudrais pour cela lire quand même très rapidement, si vous m'y autorisez, le passage des psaumes 139. Je vais lire du verset 13 au verset 16. C'est un hymne à la toute-puissance, à l'omniprésence de Dieu. Donc il faut bien comprendre que ça s'insère dans une présentation de la création comme étant le fait unique de Dieu. Car c'est toi qui as façonné mes reins, tu m'as pétri dans le sein de ma mère. Je te rends grâce de m'avoir si merveilleusement distingué. Tes œuvres sont prodigieuses. Mon âme le sait parfaitement, chose intéressante. Mon être n'échappe à point à tes regards quand je fus formé dans le mystère, artistement organisé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient, c'est ça le fameux verset 16, tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés avant qu'un seul fût éclos. Donc on est sur l'idée embryonnaire d'un homme, d'un être humain. Et donc tout être humain, qui est d'ailleurs unique dans son... Le Talmud insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que tout être humain est unique, est déjà
en quelque sorte prévu. Ou alors en tout cas, avant même qu'il ne sache, quelque chose est organisé et déterminé pour lui. Et Dieu sait ce qui va lui arriver. On ne sait pas encore si tout vient de Dieu, mais Dieu le sait. Lui ne le sait pas encore. Cette matière brute, il est donc face à l'omniscience divine, finalement, la matière brute, le golem, cette chose embryonnaire qui va devenir par la suite, qui va être vue comme quelque chose de brut, une force à l'état brut, va effectivement donner dans la postérité de la tradition juive une foule d'hypothèses ou d'idées concernant finalement un être qui ne serait pas achevé, un être donc Alors, c'est la question, est-il en devenir ou peut-on décider de ne pas le faire devenir plus? Donc, dans l'imitatio Dei, précisément dans cette recréation de l'acte de la création divine, qui est absolument essentielle pour tous les piétistes à l'époque médiévale, qu'ils soient juifs ou chrétiens, l'imitatio Dei est quelque chose de fondamental. Donc, conformer l'image de la voilà, figure de Dieu. c'est-à-dire de se rapprocher de Dieu en faisant acte de reproduire ses faits les plus forts. La création est évidemment le mystère, et jusqu'à aujourd'hui, le mystère essentiel qui fait que l'homme s'interroge sur ce qu'il serait si. S'il y avait ce qu'il y avait avant, s'il avait été fait autrement, etc. Et sur aussi la question de l'âme, bien sûr. Donc la vision du golem, elle part de quelque chose de très, je dirais, de très matériel, en fait, au départ, qui est de dire qu'il y avait ce que nous dit par exemple dans le Talmud, parce que la littérature talmudique consacre tout un chapitre dans le Sanhédrin à la question le Sanhédrin est quelque chose qui porte plutôt sur le droit, mais qui porte sur le statut des choses dans l'ordre du monde également. Et donc il y a une temporalité de la création qui va être ébauchée, et c'est très important pour nous parce que précisément cette temporalité, elle inclut une vision de l'achèvement, du degré d'achèvement de l'être. Et donc on a un golem qui va recevoir donc une première création, une poussière. À la deuxième heure, elle est devenue une masse informe. Ça devient le golem. Donc, à la troisième, ses membres se sont étirés. À la quatrième, l'âme a été projetée en lui. À la cinquième, il s'est mis debout sur ses jambes. Alors, à la sixième, etc. À la quatrième, l'âme a été projetée en lui. À la quatrième heure, l'âme a été projetée en lui. Et c'est cette image qu'on voit chez les artistes comme Abel Pan, c'est-à-dire Dieu soufflant la neshama, donnant le souffle de vie à l'être qu'il vient de pétrir, de créer, de former. Et malheureusement, ce n'est pas tout, bien entendu. C'est-à-dire que il y a une âme, mais y a-t-il quelque chose au-delà? Et le golem, la question de l'âme va je dirais, travailler énormément le statut, justement, de la figure du golem. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que, à partir de ces textes, qui sont des textes qui réfléchissent sur la qualité de la matière, sur aussi le fait que le golem est disposable, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on peut l'anéantir, on peut le détruire, comme le créer, il est jetable. C'est quelque chose de jetable, c'est-à-dire qu'on le fait surgir et on l'anime et on le détruit sans grand souci. Mais bien entendu, ça pose la question à partir de la Renaissance, précisément du statut de ce golem, puisque on va attribuer au Maharal de Prague la création d'un golem. En réalité, ce n'est pas lui, dans les chroniques juives, qui crée ce golem, c'est Eliaou Ashkenazi. Et la question qui se pose, c'est que quel est le statut réel du golem dans la tradition? Est-ce que c'est uniquement un objet qui sert, donc une machine? Un ustensile, quasiment. Voilà, c'est-à-dire un servus, un esclave. Ou est-ce qu'il y a plus en lui si on sait faire? Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est que, bien sûr, pour animer le golem, et ça, il y a des tas de recettes à partir de la Renaissance qui vont être développées sur cette question, il y a des choses à faire. Il faut lui écrire le nom de Dieu, puisque cette création s'appuie sur ce qu'on a appelé dans la tradition juive, dès les premiers siècles chrétiens, le Sefer Yetzira, le livre de la création, qui dit que le monde entier a été fait par les lettres de l'alphabet hébraïque. Donc, ça veut dire que le nom de Dieu est dans chaque lettre, que le nom de Dieu se retrouve quelles que soient les combinaisons des lettres que vous fassiez. Et un des noms de Dieu c'est Emet, la vérité. Il va être gravé, sont 3 lettres qui vont être gravées sur le front du golem pour l'animer. Mais il faut aussi qu'il ait le nom de Dieu dans la bouche ou accroché au cou. Bon, là, on est dans la pratique magique. Là, on est absolument dans l'idée de la pratique magique.
La pratique magique, ce qu'il faudrait peut-être simplement rajouter, c'est, parce que je crois que c'est intéressant par rapport à ces questions de magie, c'est que c'est aussi lié à la conviction qu'on peut ressusciter des morts en leur inscrivant le nom de Dieu sur le corps. Et donc, évidemment, cette idée de donner la vie va être dérivée de ces rituels. Et il y a une chose qui m'a toujours frappée quand j'ai lu la description de ces différents rituels. C'est vrai c'est assez complexe de saisir toutes ces nuances. On a beaucoup de manuels, enfin de modes de faire. Ce qui est assez frappant quand on regarde cette technique de l'inscription du Emet, donc vérité, qui pour être annulée suppose qu'on enlève la première lettre, le Aleph, l'unité, pour arriver au mot Met, mort. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a d'emblée dans le golem une ambiguïté constitutive, parce qu'il porte à la fois la vie et la mort, la vérité est peut-être quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la vérité, puisqu'il est une copie. Et donc je crois que ça pose tout de suite des questions philosophiques absolument passionnantes. Michel Faucheux. Oui, d'où la relation avec Frankenstein, qui est précisément, comme on le sait, fabriqué à partir de morceaux de cadavres, qui est donc proprement dit un mort vivant, je vais dire. Là, on voit évidemment la grande parenté avec Frankenstein. Et puis, si je rebondissais, alors en me rapprochant plus de notre présent, cette idée que le golem peut être jetable, évidemment, résonne avec notre présent. Hein. Je ferai référence à bien sûr, Anders, l'obsolescence de l'homme. Günther Anders, philosophe, après la guerre. Cette idée aussi, au fond, que peut-être nous sommes dans une société où non seulement les choses sont jetables, mais l'être humain lui-même est devenu jetable. Et on voit combien un mythe tel que le golem résonne, mais profondément, dans le présent le plus immédiat qui est le nôtre. Culture, Grande Traversée, Frankenstein et le monde des créatures artificielles, François Angelier. Dafka, le golem, une variation possible donc sur cette figure légendaire, un disque publié chez John Zorn, label Tzadik. Alors Ada Kerman, il y a cette idée aussi que, j'allais dire, créer un golem, c'est-à-dire prendre cette grosse poupée d'argile que l'on façonne, que l'on pétrit, et sur le front de laquelle on inscrit les 3 lettres que nous avons citées, c'est d'une certaine manière refaire le geste de Dieu. Mais à la différence de la vision que l'on en a traditionnellement, ça n'est pas un acte sacrilège, ce serait d'une certaine façon rendre hommage à Dieu
en redoublant l'acte qui lui-même a fait naître. D'une certaine façon, on n'est pas dans un sacrilège, c'est plus qu'une prière. Ça, c'est quelque chose de fort et d'assez nouveau. Oui, je crois que c'est un des traits distinctifs du golem. Justement, si on le confronte à Frankenstein ou à Prométhée, où là, on est dans un acte de transgression. Ici, au contraire, il ne s'agit absolument pas de défier Dieu. Au contraire, d'ailleurs, le golem, ce n'est pas parce qu'on suit les rituels dont on a parlé tout à l'heure qu'on arrive à le créer. Il faut d'abord avoir atteint un degré de pureté, de connaissance des textes, de proximité avec Dieu pour pouvoir prétendre lui donner vie. Et ce n'est absolument pas garanti. Et donc, il faut effectivement, en tout cas, c'est comme cela que c'est présenté durant, disons, du XIIIe au XVe siècle, du XIIe au XVe siècle, il faut vraiment avoir cette capacité à pratiquement fusionner avec Dieu. C'est parfois le cas avec des rituels extatiques où on va, si on suit la Kabbale, par exemple, telle que l'a décrit Abraham Aboulafia, c'est dans cet état de fusion, de profonde entente avec Dieu qu'on peut donner naissance au golem. Donc effectivement, initialement, ce n'est pas du tout un acte de transgression, c'est au contraire un acte de célébration de la puissance du nom de Dieu. Et ce n'est qu'en fait plus tard, à partir du XVIIe siècle, qu'on va avoir des interrogations sur peut-être quelque chose qui relèverait de l'hubris. Mais initialement... C'est-à-dire la lubris étant voilà. la folie qui oui. amène l'homme à se confronter à Dieu. Oui, disons qu'on a tout de même au XIIIe siècle, on a des récits concernant un golem qu'aurait créé Ben Sira avec son père, le prophète Jérémie, où en fait, et là c'est vraiment intéressant parce que souvent on dit que le golem est muet, en fait c'est plus compliqué que ça, et dans une des versions relatives à ce golem, le golem, lorsqu'il apparaît, demande à mourir. En fait, il explique qu'il doit effacer de lui-même le Aleph sur son front parce qu'il considère que là, on pourrait basculer dans l'idolâtrie. Parce qu'évidemment, créer un golem, ça pose aussi cette question de l'image, la copie et de cet interdit. Anne-Hélène Hogg. Oui, en même temps, il y a l'ambiguïté du fait que le golem est une copie, certes, une sorte d'imitation de l'homme, mais il n'est pas aussi différencié que le sont les hommes. Donc, il y a un caractère unique de par le côté brut, justement, du personnage. Ça, je voulais quand même le dire parce que c'est là que toutes les questions s'orientent, c'est-à-dire la différenciation, hein, donc l'individuation d'un golem qui s'exprimerait par une volonté propre, une conscience, une âme, etc. Et je voulais revenir rapidement sur le XVIe siècle, parce que c'est à cette période qu'on s'intéresse à la question, et à la fin du XVIe, qu'on s'intéresse à la question de savoir, enfin c'est un long processus, si les Indiens ont une âme. Et les Indiens, vous entendez par là les voilà, c'est-à-dire que la controverse de la controverse de Valladolid va marquer la pensée de la Renaissance en s'interrogeant précisément sur ce qui fait qu'un être a une âme ou non. Et ça s'appuie beaucoup sur la littérature vétérotestamentaire. On est dans les années 1550. Or, la réflexion justement des rabbins kabbalistes ou piétistes qui sont donc lancés sur cette analyse de la création, de la force du nom et donc de ce que le golem peut symboliser, c'est précisément de dire mais quel est le statut à ce moment-là du golem ? Est-il un enfant d'Israël ? A-t-il le même statut que l'homme ou pas ? Et une des questions les plus intéressantes va, et on voit l'avancée se poser dans la juridiction, puisque dans la halakha, il y a un laris qui descend d'ailleurs de cette famille. Halakha, on peut dire ce que c'est ? C'est la science du droit, ou tout ce qui concerne le droit, la jurisprudence rabbinique. Et donc les manières de faire, comment procéder en fait, hein, les procédures. Eh bien, c'est pour la première fois on voit apparaître une réflexion qui dit mais si on avait besoin, parce qu'on peut avoir besoin d'une 10e personne pour former un minyan pour prier, est-ce qu'on peut demander au golem de venir prier ? Et là on a tout un échange qui est de dire mais enfin c'est quoi, quel statut a-t-il ? Alors on dit non, on va pas lui demander parce qu'il est encore moins, il n'est pas issu de l'homme, est-il un fils d'Israël ? Certes, il a été adopté mais il n'a pas été généré dans le ventre, donc il n'est pas organiquement fils d'Israël, mais
la raison la plus forte pour laquelle on ne lui demandera pas, c'est qu'on ne demande pas aux fous, on ne demande pas aux sourds-muets et on ne demande pas aux enfants de venir prier. Or, le golem n'a pas de raison. Il n'a pas ce qu'il faut pour que la prière prenne un sens et pour comprendre la communauté. Donc, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on voit rentrer une pensée rationalisante ou rationaliste dans ce que doit être ou ce que le statut du golem. Et la controverse de Valladolid est intéressante à cet égard, puisque bien entendu, on se pose la question du statut que doit avoir celui qui sert. Et donc, l'Indien ne peut pas être réduit en esclavage parce qu'il a une âme. Par contre, le noir, lui, pourra l'être parce qu'il n'a pas d'âme. Et on voit bien qu'en même temps, on considère que ce golem serviteur, ce golem asservi, eh bien, il a des défauts, il a des échappées de quelque chose. Et ce que Ada a précisé, effectivement, c'est-à-dire la question de l'hubris dont vous parliez, François, elle se pose effectivement au XVIIe siècle et elle se pose d'une manière absolument vigoureuse parce qu'on s'interroge aussi sur le libre arbitre, la conscience, etc. C'est-à-dire que plus on avance dans l'analyse de ce qui fait que l'être humain s'émancipe du destin que Dieu lui fixe ou de sa matière, de sa condition, plus on lui accorde une possibilité de décider hors du royaume de son créateur, donc c'est la pensée de Spinoza par exemple, et plus à ce moment-là, il faut tenir compte de l'imprévisibilité de ce qu'est un golem. Et la pensée contemporaine jusqu'à aujourd'hui est évidemment héritière de cette pensée-là sur l'autonomie, de qu'est-ce que c'est que finalement avoir une conscience, demander sa liberté, etc. Et c'est très caractéristique de notre époque que nous ayons laissé de côté la question de l'âme ou la question du pourquoi un golem pour analyser finalement les rapports de golem qui s'opposent à son créateur. Oui, alors je voulais peut-être, juste Ada Kerman et Michel une Faucheux. petite chose. C'est d'ailleurs cette raison pour laquelle on peut tuer un golem sans problème. Exactement. Puisqu'on ne tue pas un être humain. Non, mais comme il faut un animal, préciser. parce qu'il n'est pas fait de sang. Ah oui, c'est un ustensile, c'est un outil. Il n'a pas de mère, Voilà. il n'a pas de mère, il n'a pas de sang, et comme un animal, on peut le tuer. Et ce que je voulais souligner, puisqu'on est parti d'une question sur Adam, et que là on aborde la question de l'âme, et ça nous permet, je crois, aussi de faire le lien avec Frankenstein, puisque la créature de Frankenstein prend conscience de son être, de son âme en réalité, lorsqu'elle commence à lire, lorsqu'elle fait cette traversée dans la forêt, et elle lit le Paradis perdu de Milton, et là, elle comprend qu'elle est dans le même statut que Adam vis-à-vis de son créateur, et c'est là qu'elle va lancer des imprécations vis-à-vis de son créateur en lui disant « Mais si je suis comme un Adam, pourquoi m'as-tu rejeté ?» Et donc je trouve que c'est aussi intéressant de faire le lien avec Adam vis-à-vis du golem et de la créature de Frankenstein, parce que c'est aussi ce moment où le golem s'éveille à la vie, à la conscience. Alors je fais juste une petite parenthèse, mais dans le cas du golem, souvent, sa manière d'acquérir une âme, en tout cas dans les récits littéraires, dans les mises en scène artistiques, c'est parce qu'il va tomber amoureux. Oui. Et ça, c'est sa façon d'acquérir l'humanité, alors que chez Frankenstein, Michel Faucheux. Oui, alors peut-être plusieurs choses. Oui, alors peut-être pour de manière immédiate rebondir sur Frankenstein, puisqu'il était évoqué. Oui, alors, ceci dit, Frankenstein recherche une fiancée et demande une fiancée, ce qui est peut-être pour lui non pas simplement le moyen de se reproduire, mais d'accéder à un être supérieur par le biais de l'amour, bien sûr, qui est aussi une métaphore, un appel à l'amour divin. Je pense que c'est ainsi qu'on peut le comprendre. Je crois qu'il faut bien, malgré tout, différencier le monstre de Frankenstein, puisque précisément la créature n'a pas de nom, et le golem, parce qu'effectivement, le texte de Mary Shelley se place véritablement, ouvertement, sur le mode de la transgression. D'où effectivement le sous-titre qui fait référence à Prométhée, qui est un mythe qui imprègne tout le 19e siècle. Et effectivement, nous nous situons dans ce que les sociologues appellent un désenchantement du monde, où Dieu s'éloigne, les ténèbres s'abattent sur le monde, l'homme devient seul, il prend en main son histoire, la révolution, son histoire aussi technique, la révolution industrielle. Il façonne son destin et il se pose la question de qui il est. Et il se pose aussi la question de qui sont les créatures fabriquées, qui sont les siennes. Et lorsque vous évoquiez la question de l'âme des Indiens, la controverse de Valladolid, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que une question de ce type, certes, l'homme se la pose à lui-même, supplantant le thème de la conscience à celui de l'âme, mais de manière encore plus
immédiate, plus actuelle. Il la pose lorsqu'il s'intéresse aux machines qu'il produit. Et pour être plus précis, ces machines, ces ordinateurs perfectionnés, qu'ils arrivent à une singularité, comme dit Kurzweil ou pas, en tout cas pas encore, précisément, certes, on ne se demande pas s'ils ont une âme, mais s'ils ont non seulement une intelligence, mais surtout une conscience. Et alors conscience morale, conscience de soi, etc. Alors ça, là, vous voyez qu'à nouveau, je fais une sorte de passeur entre le mythe et le transhumanisme. Et bien, on voit bien comment, et ça c'est aussi intéressant pour l'épistémologie, comment le mythe résonne au plus profond, non seulement de la modernité, mais de la modernité scientifique. Le mythe habite la science et la technique, ça je crois qu'il faut le répéter. Donc de Teitelbaum, Invoking Ancient Spirit, aussi un autre disque paru chez Tzadik, donc le label de John Zorn, inspiré par la figure du golem. Anne-Hélène Hogg, pour clore notre Oui, je voulais débat rapidement évoquer quand même une partie, une qualité très intéressante ou un chapitre très intéressant de l'histoire du golem, c'est bien sûr l'idée de l'être parfait. C'est-à-dire que créer la créature parfaite, ça veut dire lui donner, lui insuffler non seulement la vie, le mouvement, etc., la pensée, la conscience, mais aussi imaginer qu'elle se situe comme l'être humain dans un univers de perfectibilité continue, c'est-à-dire ce qu'on appelle en allemand la Bildung, tel que Goethe l'a définissé au XVIIIe siècle, c'est-à-dire qu'on est dans un processus d'apprentissage permanent et on suppose que le golem parfait, s'il doit être comme l'homme, donc pour l'extraire de cette matière, finalement c'est un inachèvement permanent par le processus de perfectionnement. Donc je pense qu'il y a là, dans cette figure idéale du golem, la machine bien sûr dont vous parlez, à qui on peut demander toujours plus et toujours mieux, mais il y a au-delà même de ça, ce rêve d'un Adam qui serait revenu à ses origines d'omniscience, puisque le Adam Kadmon, c'est l'homme qui recouvre l'univers tout entier, à l'image de Dieu précisément. Oui, justement, c'est-à-dire qu'il n'est pas limité à sa condition, à la contingence, mais il est l'univers tout entier. Donc l'histoire de la création est associée profondément par l'acte divin au fait que Dieu est omniprésent et est total, et que le Adam Kadmon est total aussi. Donc l'idée de perfectibilité de l'être humain, c'est pas seulement dans une vision de société, c'est aussi dans un achèvement, je dirais, quasi eschatologique. Et on a là une idée de la créature parfaite que nous voyons d'ailleurs envahir les films de science-fiction sous toutes ses formes, puisqu'on arrive à allier l'esthétique et l'essence, et on arrive ainsi à penser la machine sublime en quelque sorte. Alors, machine sublime, Ada Ackerman, maintenant passons, j'ai envie de dire, aux travaux pratiques, puisque parmi les œuvres emblématiques, c'est cité la figure du golem, il y a notamment le film de Wegener, des années 20, où on voit justement
le rabbin en train de pétrir sa terre, on a carrément le pain de terre qui a les mains dans la glaise et qui est en train de façonner son golem. Alors justement, qu'est-ce que l'on peut lire, qu'est-ce que l'on a pu trouver, je ne vais pas dire sur les recettes, mais sur les moyens de confectionner un golem? Alors juste avant de parler de travaux pratiques, je voudrais simplement préciser que le film de Wegener, il faut le prendre avec des pincettes, certes, parce que le rituel qu'il décrit n'est pas tout à fait... Ça, j'imagine que ça doit être largement revu et corrigé. Voilà, en fait, c'est un rituel plutôt de magie noire, voilà. Puisque le rabbin invoque le démon Astaroth qui lui transmet le mot magique. Et en fait, c'est... une vision assez inquiétante dont beaucoup d'exégètes ont dit qu'en fait ça avait contribué à alimenter un certain antisémitisme en Allemagne. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si le juif Sus de Weiterland fait des citations explicites de Wegener. On va en reparler. Donc c'est vrai que c'est pas forcément le film qui va vous donner les recettes habituelles, certes, pour la construction d'un golem. Alors oui, alors parce qu'il est question donc de terre, d'eau, de poussière. Oui, alors par exemple, on trouve les premières recettes, si on peut utiliser ce mot, c'est chez Éléazar de Worms au XIIIe siècle, où il explique, c'est très important, qu'il faut prendre une terre vierge qui n'a jamais été labourée. Et ça, évidemment, c'est dans l'idée d'une création parfaite. Donc il faut une terre vierge, la mélanger avec de l'eau et il faut donc réciter les 11 premières lettres de l'alphabet hébreu en tournant dans un sens. Et si on veut ensuite désactiver la créature, il faut faire la même chose dans le sens inverse. Donc on va réciter les 11 dernières lettres, l'autre moitié de l'alphabet, en accomplissant un tour à l'inverse. Donc ça, c'est une possibilité, mais comme on le disait au début, il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a aussi la possibilité, ça c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait au sujet d'Adam, d'écrire le nom d'Adam et aussi de réciter les lettres de l'alphabet en tournant autour. Il y a, donc ça c'est la technique qu'on va associer au Maharal de Prague, la technique de l'insertion d'un petit parchemin dans la bouche du golem. Donc ça, c'est ce que je dirais, c'est le petit plus, pour prendre l'expression qu'on utilisait au début de l'émission, c'est ce qui dirait c'est un petit peu la puce que l'on met dans la machine ou la pile et qui actionne l'ensemble de la créature. Oui, s'il n'y a pas ça, il ne se passe rien. Voilà. S'il y a pas ça, c'est vrai que c'est intéressant d'utiliser le terme de puce parce qu'on a pu souvent comparer ce schème justement à la puce de l'ordinateur. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si clay, l'argile, c'est le même mot que silicium, c'est la même racine. Donc voilà, on a aussi ce lien qui se fait. Et donc, il y a aussi la technique de l'inscription sur le front, comme on le rappelait tout à l'heure. Donc là, ça c'est la deuxième possibilité. Là non plus la puce que l'on logerait dans une sorte qu'on enfoncerait dans la matière même, mais on grave. Voilà. On grave les 3 lettres. Exactement, les 3 lettres. Et en fait, ce qui est vraiment important de noter, c'est que quelle que soit la configuration choisie, il y a toujours des lettres. Et ça, c'est une des caractéristiques fondamentales du récit du golem. Et je pense à ce sujet que ce n'est pas un hasard si le golem a engendré tellement de fiction, de texte, parce que le golem est un être fait de lettres, c'est un être de texte. Et dans certaines versions, lorsqu'il est mis à l'abandon, désactivé, on le dépose dans la synagogue de Prague, là où des pages de manuscrits sacrés attendent d'être enterrées. Donc il est encore au contact de lettres et de textes. Et je trouve que c'est une dimension absolument capitale dans ce récit. Oui, tout à fait, c'est tout le contenu du Sefer Yetzira. Alors, le Sefer Yetzira, pour rien nos ne se auditeurs, c'est le livre de la création. Le livre de la création, donc disponible, alors édité, il y a notamment une édition chez Rivage. Il y a plusieurs versions, il y a 4 versions du Sefer Yetzira. Je pense que vous avez celle de Saadia Gaon, peut-être, vous avez celle du Gaon de Vilna, pardon. Très modestement, la traduction de Paul Fenton chez Rivage, Exposé antique de cosmogonie hébraïque, le livre de la création. Parce qu'il y a des versions assez courtes, comme des... Alors, le Sefer Yetzira, c'est quand même le texte clé
fondateur de c'est la le texte, de la Kabbale, c'est-à-dire de la que c'est le mystique juive. pour les piétistes également, c'est un non, je dirais que oui, le Sefer Yetzira c'est important dans la magie ou dans tout ce qui a été pensé en fait le rapport de l'homme avec son créateur et donc avec le monde et surtout parce qu'il s'articule sur l'idée de l'oralité, de la verbalité, donc du son et de la lettre. Donc tout est lettre puisque c'est comme ça que Dieu se produit. Parlant, en il quelque agit sorte. une lettre est une force autonome. Et tout est extrêmement organisé. Hein. C'est un monde dans lequel les choses ont un ordre absolument incroyable et une logique implacable. Donc c'est une initiation très longue pour connaître. C'est pas seulement calculer, additionner les valeurs numériques des mots ou des lettres pour comprendre le sens. Ça va bien au-delà de ça. Et c'est une question initiatique extrêmement importante. Donc quand Ada décrivait le processus, par exemple, ce que tu as décrit, ce sont les piétistes, les racités ashkénazes qui font ça au XIIe siècle. C'est-à-dire qu'on fait effectivement tout un cérémonial, mais il n'y a que des initiés qui sont là. Et on est extrêmement respectueux, mais on fait ça de la même façon qu'on fait un rituel de prière. Vous savez, ces exercices de prière et de méditation que les piétistes pratiquent. C'est-à-dire qu'il y a une intensité énorme dans cela. Je pense que dans la figure du golem, la puissance vient de l'idée alors de pureté, mais on retrouve ça chez les kabbalistes pratiques, puisque avant de d'écrire certains types de documents, ils jeûnent, ils se purifient. Enfin, il y a des pratiques. On ne fait pas les choses comme ça, on arrive, on fait. Non, c'est vraiment, ce sont des rituels qu'il faut suivre à la lettre, sinon ça se retourne contre vous. Il faut être très sérieux, il faut être très, voilà. Donc, et ça, on continue à le penser. Pas d'apprenti sorcier. Je voudrais juste ajouter justement que les golems créés dans ce cadre, ce sont des golems qui sont voués à disparaître tout de suite. Ils n'ont aucune utilité pratique. On ne les utilise pas comme des serviteurs, des esclaves, ils sont juste là dans le cadre de ce rituel. Maharal Dreaming de John Kasken, donc un extrait de cet opéra sur le golem qui met en scène le Maharal de Prague dont on va parler maintenant dans l'émission. Mais avant cela, Michel Faucheux. Oui, toujours pour différencier, même s'il y a des similitudes, mais différencier le golem et le monstre de Frankenstein. Précisément, lorsqu'on lit le livre de Mary Shelley, on voit bien que Frankenstein, donc l'étudiant d'Ingolstadt, d'abord fait son éducation en lisant les textes d'alchimie, Paracelse, etc. Et pour créer le monstre, justement, il va être conduit, sous l'impulsion de ses maîtres de l'université d'Ingolstadt, à rejeter les textes alchimiques, mystiques, pour, au contraire, se plonger dans la science, et en particulier les recherches sur l'électricité de Galvani, d'Aldini, etc. Donc on voit bien que le monstre de Frankenstein est le produit de la science, ou en tout cas d'une certaine science de son époque, et non pas la fabrication de procédures magiques et d'une tradition mystique. Alors on a prononcé le nom du Maharal, Ada Ackerman, puisque de tout ce qu'on a évoqué jusque-là, on est quand même dans de savants traités de théologie, de droit, des procédures magiques, des méditations mystiques, le Sefer Yetzira, mais là on va arriver à ce qui est quand même la première fiction
puisque on s'achemine vers l'imaginaire et la fiction. La première fiction notable qui concerne le golem, c'est celle du Maharal de Prague, qui a existé, qui est une figure historique, à qui l'on confie la tâche dans l'imaginaire d'être l'homme du golem, mais qui n'en a jamais parlé dans ses écrits. Donc là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc le Maharal a existé au XVIe siècle. Un Maharal, on peut rappeler ce que c'est. Oui, donc ça veut dire notre maître Rabbi Löw, Morenu arabe. Et en fait, donc c'est une figure absolument capitale de la vie juive intellectuelle de l'époque. Il a écrit un nombre considérable de traités. Et c'est vrai que c'est une figure très vite aussi légendaire parce qu'il vit très longtemps. On lui confère des capacités magiques. C'est un sage. Il a contribué aussi à améliorer le quotidien des Juifs de son époque. Donc on lui prête énormément de vertu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut attendre vraiment la fin du 19e siècle pour qu'on l'associe au golem. Alors lui-même, effectivement, ne parle pas de création du golem. En revanche, et là c'est ce dont on parlait tout à l'heure, il émet des considérations relatives justement au statut légal du golem. Donc voilà, il faut attendre la fin du 19e pour qu'on commence à l'associer. Et à partir de là, c'est vrai que le golem va être quasiment le compagnon obligé du Maharal. Alors, on n'imagine pas. On peut dire quelques mots de cette procédure qui aboutit à unir les deux figures. C'est une sorte de fiction totale, une forgerie, comme on dit. C'est une invention, un faux érudit. Oui, alors en fait, ça commence, les légendes orales à ce sujet commencent au 18e, et en fait, elles prennent le relais des légendes relatives à Élia qu'on a évoquées. Et d'ailleurs, parfois, les deux récits vont se fusionner parce que dans le golem d'Élia, en fait, c'est un golem qui ne cesse de grandir et qui parfois écrase son créateur à force de croissance excessive. Dans le cas du Maharal, donc on a plusieurs légendes possibles. Souvent, donc initialement, le Maharal crée le golem pour l'assister dans des travaux pénibles. Et puis, en fait, c'est Judel Rosenberg qui va le premier, en 1909, imaginez que le Maharal de Prague crée le golem pour défendre la communauté juive contre les accusations de crimes rituels qui consisteraient à utiliser le sang d'enfants chrétiens pour fabriquer la matzah, le pain de Pâques. Et donc c'est Rosenberg qui crée cette association d'un golem qui serait là pour protéger la communauté juive contre ces fausses accusations, voire contre des meurtres commis à l'encontre de la communauté. Et donc on va avoir ce petit noyau à la fin du 19e avec Rosenberg, Chaim Bloch aussi qui écrit au sujet du Maharal. Et à partir de là, on va avoir une explosion de récits, aussi bien dans la littérature romantique avec des personnes comme Achim von Arnim, qui va être commenté par Heinrich Heine, et jusqu'à effectivement peut-être le récit qui va marquer le plus les esprits, même si finalement il est très peu consacré au golem, qui est celui de Mehring. Annalen Hogg, effectivement, là le golem est non seulement un ustensile, puisqu'il est censé servir son inventeur, mais il devient presque le champion de la communauté, au sens où il est également censé la défendre. Oui, c'est-à-dire que ce qui justifie le fait qu'on puisse l'utiliser, le faire, c'est précisément qu'il est au service des Juifs, qu'il les défend. Et ça, c'est quelque chose qui est très ancien, c'est-à-dire que il faut sauver la vie des Juifs. Si personne ne le fait, il faut qu'ils se débrouillent pour trouver un champion, effectivement. Alors ça, c'est assez étonnant par rapport à la réalité, puisque on sait que en Pologne, par exemple, les Juifs ont porté les armes qu'ils défendaient, qui contribuaient à la défense d'une ville jusqu'à la fin du XVIIe, première moitié du XVIIIe siècle. Donc ce sont des choses assez intéressantes de voir comme ça cette notion de defenselessness, d'incapacité à se défendre contre les pogroms, contre la fureur populaire, bien sûr, les débordements, etc., qui n'étaient pas rares, il faut quand même le rappeler. Et c'est comme la magie, c'est-à-dire que tout ça c'est lié. On se défend c'est-à-dire que c'est une méthode de survie. Toutes les stratégies de survie sont imaginées et la magie contribue à donner des moyens que l'homme normal ne pourrait pas avoir. Donc voilà, c'est un élément très important. Et ce que je voudrais aussi ajouter, pour compléter ce que vient de dire Hélène, c'est que un des
très caractéristique du golem, c'est qu'il doit servir une collectivité, une communauté. Et effectivement, c'est uniquement dans ce cadre que son usage est tolérable et correct. Dès le moment où l'on voudrait l'utiliser pour des fins personnelles, là, on sort de ce qui est... Parce que là, on est dans une fiction qu'on connaît bien aujourd'hui. Donc, le rabbin pétrit son golem, l'active d'une certaine façon avec les lettres sacrées. Et puis, le golem le sert. Un jour, il oublie de le désactiver. Le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, il oublie de le désactiver. Il commence à tout dévaster. Il est obligé de le neutraliser. Donc, il y a une espèce de récit, de matrice narrative qui va se retrouver partout au cinéma, un peu partout. Là, c'est vraiment c'est un peu une sorte d'apprenti sorcier, l'équivalent de l'apprenti sorcier. Voilà. Sauf que dans l'apprenti sorcier, on a affaire justement à un apprenti et donc non pas à quelqu'un qui maîtrise comme le Maharal. France Culture, Grande Traversée. Frankenstein et le monde des créatures artificielles. François Angelier. Alors avant de passer à l'évocation de ce qui est le golem en fiction, en littérature et au cinéma, Michel Faucheux, je rappelle donc votre livre, Norbert Wiener, Le golem et la cybernétique, où justement vous explorez cette invocation du golem par le fondateur de la cybernétique et donc de tout ce qui est vraiment la science la plus contemporaine. Et je vous cite, « La référence au mythe du golem est une façon de situer la cybernétique dans l'histoire. La cybernétique est héritière de la guerre, de Bergen-Belsen et de Hiroshima, et elle peut fournir des machines capables, telles le golem, de défendre la communauté des hommes contre les destructions de la guerre et l'anéantissement du génocide, tout comme les empêcher de provoquer de nouveaux dégâts. » Donc le golem est une sorte de signal qui permet de méditer les dangers de la science et dans un siècle où elle est largement, dirais-je, complice de l'horreur. Oui, je crois que il ne faut pas, je dirais, être dupe et inscrire la cybernétique dans son histoire. Précisément, la cybernétique se développe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au travers de conférences qui se tiennent aux États-Unis, les conférences Macy's, qui sont des conférences interdisciplinaires qui regroupent des scientifiques, des anthropologues, des linguistes, etc. Et au terme de ces conférences va être édifiée la cybernétique. Mais pourquoi à ce moment-là? Parce que précisément, il y a derrière la cybernétique, eh bien, il y a Hiroshima et évidemment il y a la Shoah. Et il y a une catastrophe qui, bien sûr, se solde par des millions de morts, mais par un génocide, et le premier génocide industriel de l'histoire, dans le cas de la Shoah, ce qui n'est pas vain, ce qui, à mon avis, compte et doit être médité précisément pour l'évolution technique qui est la nôtre. Et donc, il y a cette idée que, en définitive, l'homme s'est effondré. L'homme, peut-être, a-t-il aussi failli, et cela n'est pas sans conséquence sur notre représentation de nous-mêmes aujourd'hui. Et peut-être cette idée d'une obsolescence possible qui nous ferait préférer les machines. Et donc, la cybernétique, précisément, c'est la machine qui se développe précisément pour pallier la faillite d'un être humain qui a su s'auto-détruire, commettre un génocide et par là même détruire son humanité par-delà le génocide industriel qu'il a commis. Donc, il y a là quelque chose, je dirais, de radical dans l'accomplissement de la cybernétique. D'autant plus que,
à la base de l'idée de cybernétique, il y a le fait que le support humain ou support de la machine est indifférent. Nous sommes êtres humains et machines faits d'informations, ce qui est une nouvelle dimension du réel. Et à partir de là, hommes et machines ne sont pas distinctes. Donc tout ceci pour dire que la cybernétique se développe sur l'idée d'une obsolescence de l'être humain et que, il faudrait désormais faire confiance à la machine. Au point que, par exemple, dans Le Monde, le père Dubar dit... grand théologien dominicain. Voilà, dit, écoutez, si les hommes sont si faillibles, inutile qu'ils votent, laissons voter les machines. Après tout, on s'en tirera mieux. En 1946. Voilà, on s'en tirera mieux. Ce que je voudrais dire par là, c'est que il se passe vraiment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le génocide industriel, quelque chose de radical qui met aussi, par-delà le meurtre d'êtres humains, de millions d'êtres humains, la mise en cause symbolique de l'humanité et le fait que peut-être nous sommes les héritiers de cette histoire-là qui fait que nous semblons préférer des machines à nous-mêmes et que nous considérons le fait que l'être humain soit jetable comme allant de soi. L'homme être humain, dans notre arrière-cerveau, est devenu une obsolescence. Zygmunt Bauman parle aussi d'un beau livre de vie perdue. Nous jetons des choses, mais nous aussi, nous jetons des êtres humains. Et d'ailleurs, si je puis dire, l'actualité la plus immédiate le montrerait s'il fallait un exemple supplémentaire. Je crois qu'il y a là une sorte de coupure symbolique dans la représentation que nous avons de nous-mêmes qui est majeure. Nous parlions tout à l'heure du mythe de Prométhée, qui est effectivement ce mythe de la transgression qui signe l'entrée dans l'avènement d'un monde moderne où l'homme prend en main son destin, prend en main son histoire. Eh bien là, il y a quelque chose qui est en train de se faire, dont nous sommes les héritiers les plus immédiats, qui fait que nous consentons, nous ne sommes plus des êtres humains qui défions Dieu pour affirmer notre individualité, nous consentons, sans nous le dire, à notre obsolescence. Et on voit là qu'il y a quelque chose qui mérite une méditation philosophique, politique, radicale. Et je ne suis pas sûr que nous la menions autant qu'il faudrait. Oui, juste, peut-être que je vais un peu loin, mais du coup, je suis en train de repenser à cette notion de bien commun et d'utilité de l'individu, idée qui surgit d'une façon très forte dans la seconde moitié du XVIIIe siècle et avec la Révolution française, et qui donc voudrait dire que le bon individu, finalement, celui qui est socialement valable, ou celui qui a le droit d'exister, ou dont la vie est digne, c'est celui qui est utile. Par exemple, la réflexion sur l'utilité des Juifs, qui est quand même, sur laquelle il faut se poser quand même beaucoup de questions. Et donc, si l'homme n'est pas utile, on est finalement dans le dernier raisonnement de cette chaîne-là, c'est que si l'homme n'est pas utile, si le golem ne sert pas, si l'homme n'est pas utile, etc., on s'en dispense parce qu'il est reproductible, ou en tout cas, on n'a pas nécessairement besoin de lui. Donc, il y a bien sûr beaucoup de problématiques contemporaines sur la vie quotidienne, etc., liées à ça. Mais il y a aussi une vision extrêmement étrange de ce que l'homme a à faire dans la société ou pour la société. Je pense qu'à cette échelle-là, nous sommes extrêmement d'une moralité très, très, très bizarre. Bien sûr, c'est pour ça que je dis que ce qu'il y a à penser est justement important et grand. Oui, oui. En termes, de politique, d'éthique. Je crois qu'il y a vraiment radicalement à penser le monde où nous sommes et la place que nous nous accordons. Mais garder à l'esprit l'idée du bien commun. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, nous avons évoqué la dimension mystique, philosophique, anthropologique du golem. Il est temps maintenant de passer à sa dimension fictionnelle. Quelle place et quel imaginaire a-t-il construit ?
Souvent, j'ai rêvé que j'avais écouté ce que disaient ces maisons dans leur fantomatique besogne et découvert avec un étonnement angoissé qu'elles étaient en fait les véritables maîtres secrets de la rue, qu'elles pouvaient aliéner tout ce qu'elles vivent et ressentent et le prêter le jour aux habitants du lieu pour le leur réclamer la nuit venue avec les intérêts. C'est alors que dans le secret de la mémoire se réveille en moi la légende du fantomatique golem, de cet homme artificiellement créé auquel un rabbin expert en kabbalistique donna forme un jour ici même, dans le ghetto, à partir de la substance élémentaire, et conféra une existence d'automate dépourvu de toute pensée, en insérant dans sa mâchoire une formule chiffrée magique. Et de même que ce golem s'est figé en une figure de glaise, à la seconde même où la secrète syllabe de la vie fut ôtée de sa bouche, je me dis que tous ces êtres humains devraient eux aussi s'effondrer, soudain, en un instant, dépourvus de toute âme, si l'on effaçait de leur cervelle une quelconque notion minuscule, un petit effort accessoire, une habitude sans finalité, chez l'un ou chez l'autre, la vague et obscure attente de quelque chose d'imprécis et d'inconsistant. Mais quelle tension fiévreuse, permanente, effrayante, chez ces créatures sans cesse aux aguets. Jamais on ne les voit travailler, ces gens-là. Et pourtant, ils sont réveillés, dès les premières lueurs de l'aube, retenant leur souffle, comme s'ils étaient dans l'attente d'un sacrifice qui, cependant, ne vient jamais. Voilà un extrait alors, du Golem de Gustav Meyrink, 1915, Ada Ackermann. Alors là, on a basculé, on est dans le monde de la fiction, du roman, du conte, de la nouvelle, bientôt du film. Qu'est-ce qui fait que brusquement, eh bien, le succès est là pour ce roman? Gustav Meyrink, c'est une figure qui mériterait toute une émission. Je pense que France Culture lui a déjà consacré, et lui consacrera peut-être encore beaucoup d'émissions. Cette figure de Gustav Meyrink, personnage socialement en souffrance, puisqu'il est donc issu d'une union un peu singulière, et puis lui-même théosophe, occultiste, homme douloureux. Et qu'est-ce qui fait que ce golem, brusquement, tout le monde lui fait succès en 1915? Il y a évidemment beaucoup d'explications à ce succès, mais la principale, c'est qu'en fait, on a affaire ici à un golem qui n'est pas tellement celui qu'on imagine aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous seriez bien en peine, lorsque vous lisez le livre de Meyrink, de le trouver. C'est un golem qui est fuyant, qui est fantomatique. En fait, le véritable golem de ce livre, c'est le héros lui-même, Pernas, qui, en fait, est en quête de lui-même, de son identité, une identité problématique, et le golem, en fait, est ici ce double intériorisé. Et Meyrink fait ici évidemment écho aux découvertes, aux questionnements de la psychanalyse, et le golem est ici un miroir des parties, de ces forces obscures, complexes, irrationnelles qui peuvent séjourner en chaque être humain. Et donc, en cela, c'est un récit universel, puisqu'il permet de montrer toute cette multitude de facettes que nous abritons. Et voilà, l'exploit de Meyrink, c'est vraiment de montrer ce golem intériorisé, ce double qui n'est plus à l'extérieur, cette copie de nous-mêmes qui maintenant est à l'intérieur. Au contraire, ça n'est pas un conte fantastique traditionnel de type vampirique ou spectral où on attendrait, où on n'attend pas, et il arrive sans nous prévenir, une figure surnaturelle, celle du golem. Oui. Mais là, au contraire, le golem semble être une sorte de... Là, c'est vraiment devenu un mot, une hantise, une rumeur, presque une sorte d'ombre là, et il travaille en permanence la conscience et la sensibilité des Pragois, des gens du ghetto, sans jamais véritablement se manifester. Exactement, et je trouve qu'à ce titre-là, le film de Jean Kerschbron, qui date de 1967, qui est tiré du roman, beaucoup plus que Wegener, scénario en fait. Et dialogue de Louis Powell, faut le dire. Oui, exactement. Alors c'est un film qui rend vraiment bien hommage à cette dimension spectrale, fantomatique, surnaturelle du roman de Meyrink. Et si vous avez l'occasion, je parle aux auditeurs, de voir ce film. Il a été réédité en DVD par les soins de l'INA. Voilà, vous pourrez... Dans la collection Les Grandes Fictions de la télévision. Vous pourrez admirer dans la séquence inaugurale le héros qui contemple des pantins, qui se regarde dans des miroirs et qui voit donc cette identité se démultiplier et lui échapper
par là même. Une autre explication au succès du roman de Meyrink, c'est les illustrations qui l'accompagnent, qui ne sont malheureusement pas toujours reproduites dans les éditions que nous connaissons aujourd'hui. Illustrations réalisées par l'artiste Hugo Steiner-Prag, qui est aussi inspiré, là c'est intéressant, on est dans des relations de circulation avec le film de Wegener, les films de Wegener, puisqu'il en a fait 3 sur le golem. Steiner-Prag est très inspiré aussi par cet expressionnisme véhiculé par Wegener, et donc les illustrations de Steiner-Prag vont aussi ancrer dans l'imaginaire des lecteurs cette ville de Prague, cet aspect fantomatique, et vont contribuer à son succès fulgurant. Alors, parmi les autres fictions générées par le golem, il y a celle de Isaac Singer, Syntiotique. Est-ce que là, on est toujours dans un golem qui rôde, qui est une pure, comme ça, ombre, ou est-ce que le golem s'incarne, là ? Non, là, il s'incarne très bien, et en fait, c'est une figure très rassurante. On est dans quelque chose de très différent. Il s'agit vraiment de redonner confiance dans cette figure du sauveur. À ce titre, je voudrais aussi convoquer le golem de Elie Wiesel, qui, là, en fait, pleure la disparition de ce sauveur. Wiesel ne cesse, au cours de ce récit, de déplorer ce manque de golem. Il accuse le Maharal de l'avoir soustrait à la communauté. En même temps, là où c'est assez singulier, il décrit le golem comme une figure qui n'est absolument pas monstrueuse, qui serait peut-être même plus humaine que chacun de nous. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez singulier qui mérite d'être noté. Alors, il y a un golem à date récente, celui de Pierre Assouline, chez Gallimard, donc qui est un personnage. Alors là, on est vraiment aux limites, une sorte de mix extrêmement réussi, d'ailleurs, entre, je dirais, la figure du golem tel qu'il est, puisque le personnage devient golem sans le savoir, c'est déjà un champion d'échecs. Il enquête après sur le golem, et là, il y a un mixage qui se fait entre, je dirais, le prophétisme de post-humain, c'est-à-dire des créatures démultipliées dans leur capacité grâce aux machines, et puis la légende du golem. Oui, alors déjà par son nom, puisque le héros, le narrateur, c'est Gustav Meyer, donc ça évidemment, ça fait référence à GM Gustav Meyrink. Voilà, et ce qui est, je pense, très intéressant dans le roman d'Assouline, entre autres, c'est que alors qu'initialement le golem, comme on l'a rappelé, est un être imparfait, informe, en tout cas qui est voué à être parachevé, ici on a plutôt affaire à un surgolem, un surhomme, puisque le narrateur est doté d'un cerveau surpuissant. On a vraiment ici affaire au paradigme de l'humain augmenté. Et donc là, je trouve qu'il arrive à nous présenter le golem dans sa version la plus contemporaine, et qui est assez fascinante. Et ceci dit, là où il fait évidemment écho à Meyrink, c'est aussi cette disparition de l'identité, puisque le héros ne sait plus trop qui il est. Il n'est pas conscient d'avoir eu son cerveau, d'avoir subi une opération du cerveau. Et donc, il doit reconquérir son identité aussi. On va terminer cette petite évocation du golem en littérature par une lecture. Donc, vous allez nous faire, Ada Ackermann, du poème de Borges sur le golem. Qui permet de faire une boucle, puisque Borges s'est intéressé au golem en lisant Meyrink, parce qu'il était en Allemagne. Et je vous le lis ici dans sa traduction par Roger Caillois. Si, comme affirme un grec dans le Cratyle, le nom est archétype de la chose, dans les lettres du mot rose, elle arrose, et le Nil tout entier dans le mot Nil. Alors, fait de consonnes et de voyelles, doit exister un nom terrible qui condense l'être de Dieu et sa toute-puissance en lettres et syllabes essentielles. Plus sûre que celle par qui un vague fantôme est glissé dans la vague histoire, verte et vive demeure la mémoire de Judas Leuve, qui fut rabbin à Prague. Assoiffé de savoir ce que Dieu sait, ce Leuve se voua aux substitutions de lettres, aux difficiles permutations, si bien qu'un jour il prononça le nom qui est la clé, la porte et l'hôte, la demeure et la grâce. Ce fut pour enseigner à un pantin, modelé par ses maladroites mains, le secret des lettres, du temps et de l'espace. L'effigie, entr'ouvrant ses yeux somnolents, perçut sans les comprendre formes et couleurs, confusément comme autant de rumeurs, puis se risqua au premier mouvement.
Le kabbaliste, qui faisait office de Dieu, à sa créature donne pour nom Golem. Ce sont là vérités que rapporte Scholem en certains chapitres de son ouvrage pieux. Peut-être Loewe s'était-il un peu trompé dans l'articulation ou bien dans la graphie du nom. Malgré si haute sorcellerie, l'homoncule apprenti n'apprit pas à parler. Il élevait vers Dieu des mains filiales, imitant les dévotions de son propre Dieu. Souriant et stupide, il se creusait en concaves révérences orientales. Le rabbin le regardait avec tendresse, et non sans quelque horreur. Il se disait « Comment ai-je pu engendrer ce lamentable enfant et quitter le non-agir qui est la sagesse ? Pourquoi me vint-il l'idée d'ajouter à la série sans fin un symbole inutile, et aux vaines écheveaux que l'éternité file, d'autres mots, d'autres causes, d'autres effets ? À l'heure de l'angoisse et de la clarté vague sur son golem, il laissait s'attarder ses yeux. Qui nous dira les sentiments qu'éprouvait Dieu, contemplant Rabbi Loewe, sa créature à Prague ? Merci Ada Kerman. Donc une lecture d'un extrait du grand poème de Borges sur le golem, traduit par Roger Caillois. Maintenant, on évoque le golem au cinéma. Au moins 2 films, celui de Wegner et celui de Duvivier. On commence par celui de Wegner. Alors Wegner, là, chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand. Quel golem a-t-on affaire ? C'est un golem qui est joué par le réalisateur lui-même, d'ailleurs. Oui. Alors là, on a affaire donc à ce golem qui va s'avérer destructeur et qui va être désactivé. C'est une très belle image. Par une petite fille qu'il prend dans ses bras et qui retire l'étoile. Je pense d'ailleurs que James Whale s'en souviendra au moment de Frankenstein, puisque le face-à-face de la créature et de la fillette, sauf que dans Frankenstein, c'est beaucoup plus tragique. Et alors, ce qui est assez fascinant dans ce film, c'est bien sûr les décors expressionnistes dus à l'architecte Hans Pölzig. Et lorsqu'on regarde les esquisses préparatoires, on remarque que ce sont des formes toutes en courbe, en rondeur, qui doivent évoquer d'une certaine façon un utérus, tout cet espace utérin. Et là, on est vraiment dans cette logique de la création. C'est un golem aussi qui abrite des forces pulsionnelles, puisque ça c'est aussi quelque chose qui va revenir souvent. On le voit amoureux de la fille du rabbin. Il va être donc l'occasion d'un drame, puisqu'en fait on a le chevalier Florian qui est amoureux aussi de la fille du rabbin, ce qui pose aussi la question de l'union entre un non-juif et une juive. Et c'est à cause de la jalousie qu'en fait que le golem va tout détruire sur son passage. Donc c'est aussi des caractéristiques qu'on retrouvera par la suite. Alors, autre réalisation marquante à l'écran, donc autour de la figure du golem, 1936, le film de Julien Duvivier. Le golem arrive. Qu'il le tue. Vous comprenez donc pas. L'horoscope, la résurrection du golem. C'est quoi le salaud? C'est quoi le salaud? C'est moi. Je t'écrase. Il faut prévenir l'empereur. Trop tard. Je ne peux pas l'aborder dans le danger. Vous l'aimez donc?
extrait de la bande-son du Golem de Julien Duvivier 1936. Alors surtout, la vedette, c'est pas tellement le Golem, à qui on a donné l'allure de sorte de catcheur, un petit peu opaque et homasse, comme ça. Et par exemple, c'est Harry Bohr qui joue le roi Rodolphe II, puisqu'on est dans cet univers donc de la Prague baroque, avec cet empereur humaniste, un peu délirant, entouré d'artistes, de kabbalistes, d'alchimistes, et puis donc qui cherche absolument le Golem, qui finit par le trouver, mais mal lui en prend, parce que le Golem détruit tout. Alors, ce qui est intéressant avec ce film, c'est qu'il est tourné à Prague. Et initialement, il aurait dû faire l'objet d'une collaboration avec Jan Verik, qui est un acteur qui a beaucoup travaillé sur le Golem. Et c'est aussi un film, il faut le dire, qui est, à l'époque, fonctionne déjà comme un signal d'alarme pour la communauté juive. On est quand même après 1935, oui. Après les accords de Nuremberg. En fait, on voit très bien cette communauté en proie aux attaques. Et là, le Golem est vraiment montré, beaucoup plus que dans le Wegner, il est vraiment montré comme un défenseur de cette communauté. Et cela vaudra d'ailleurs à Duvivier beaucoup d'attaques de la part de la presse d'extrême droite en France. C'est un film qu'il faut relier, puisque je le disais, il aurait dû faire l'objet d'une collaboration, qu'il faut relier à un autre film, cette fois-ci tchèque, qui s'appelle Le boulanger de l'empereur du boulanger, où en fait on voit que les deux films se font écho dans le sens où ils réexploitent chacun dans des registres différents des scènes communes. Donc on a à peu près le même canevas d'un empereur aussi qui veut s'emparer du Golem, qui est fasciné par l'alchimie. Mais je signale ce film parce qu'en fait, là, pour la première fois, on a non pas un acteur humain qui incarne le Golem, mais une sculpture gigantesque, un être inanimé, qu'on va animer par le biais du cinéma. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, on en achève cette partie avec donc une chanson que vous avez vous-même choisie, donc une chanson populaire d'aujourd'hui, tchèque, autour de la figure du Golem. Et qui est justement de Jan Verik, et qui est une chanson absolument incontournable pour les Pragois et pour les Tchèques sur la question du Golem. Dovolte, bych suše předpokládal, Golema, že všichni znáte tu. Rabí Liv, že z hlíny ho uplácal, protože měl vzteka na tetu. Ta teta mu někam založila jeho starou novou trumpetu a tím pádem ho tak urazila, že si uhnět kata na tetu. Katem tím měl právě Golem býti a dohlížet přísně na tetu. Eventuálně ji zahubíti, kdyby nevydala trumpetu. Ona ale, teta byla fešná, pěkně rostlá, zcela vášnivá. Všechněm muským byla nebezpečná, na oficíři byla divá. Ze začátku Golema se bála, hnusil se jí, že je hlíněný. Toho se však nikdy nenadála, že je do ní zamilovaný. Divoucí je to totiž věru, opravdu docela skutečně. Miloval tu svůdnou Evi dceru velice a taky zbytečně. Jednou takhle z rána do poledne zaskočil si Golem na pivo. Jen tam vejde, hospodský se zvedne, povídá mu voní nádivo. Zrovna tady o nich řeč se vede, co to mají s rabínovou tetou. Golem zrudne a potom hned zbledne, veď se do toho se nepletou. Vypil, zaplatil a když byl venku, zmocnil se ho spravedlivý hněv. Skrz to, že mu pomlouvají milenku, s prsou vydral se mu hrozný řev. Podle této verze celý příběh úplně by se nám otočil.
že bude nejlíp míti za to, že se golem přec jen rozmočil. Voilà, on peut dire encore un mot de cette chanson rapidement, Ada Ackerman. Qu'est-ce qu'on nous y chante dans cette... En fait, on reprend la légende du golem, mais ce que je trouve d'intéressant, c'est que souvent on associe le golem à un registre fantastique, sombre, et là, je pense qu'on l'entend, même si on ne parle pas tchèque, on est dans un registre joyeux et folklorique, jovial, exactement. Et populaire. Exactement. On va passer donc au deuxième sujet de cette émission de ce matin, donc autour des créatures artificielles, avec évidemment une figure fondatrice tout à fait essentielle, celle de Pygmalion, et j'ai rencontré pour ce faire, pour l'évoquer, Jean-Claude Liebenstein, donc, qui est auteur aux Presses du Réel d'un petit essai extrêmement dense et érudit autour de cette figure de Pygmalion. Eh bien, on écoute, Jean-Claude Liebenstein qui nous la présente. Pygmalion est surtout connu, en fait, par une cinquantaine de vers des Métamorphoses d'Ovide, où son histoire est d'ailleurs mise dans la bouche d'Orphée. C'est pas présenté directement, c'est Orphée qui raconte différentes histoires d'hommes et de femmes, dont l'histoire de Pygmalion qui s'achève plutôt bien, mais d'une manière presque temporaire. C'est-à-dire que on ne sait pas si ça va tourner bien ou mal, parce que un des descendants de Pygmalion a été Adonis, pour qui ça s'est terminé très mal. Donc c'est surtout lui, d'autres à l'époque d'Ovide, ou même avant, on évoquait le personnage de Pygmalion, alors qui n'était pas toujours un sculpteur, qui était parfois un roi ou un prince. On ne sait pas, dans ces cas-là, si c'est lui qui a sculpté l'image, cette image qu'on appelle souvent Galatée, mais qui au départ ne s'appelait pas Galatée. Donc il y a toutes sortes de variantes du mythe de Pygmalion, l'essentiel étant évidemment que Pygmalion tombe amoureux de cette statue qu'il a faite ou qu'il n'a pas faite, et que du fait de son envie, de son désir, cette statue s'humanise, devient chair et s'unit à Pygmalion. Voilà en gros, en deux mots, pour dire les choses de la manière la plus ramassée possible, l'histoire de Pygmalion. Alors, on parle d'Ovide, le mythe court jusqu'au peintre surréaliste, puisqu'on sait au-delà encore. Pouvez-vous très rapidement donc nous faire une sorte de présentation des grands moments dans l'histoire du ou des Pygmalions dans la culture européenne, à la fois sur le plan textuel, sur le plan pictural et même, je ne sais pas, sur d'autres aspects, peut-être même cinématographiques. Alors, sur le plan textuel, pour parler de Pygmalion lui-même, d'une certaine manière, il y a eu un énorme développement au Moyen-Âge dans le roman de la Rose, où il y a 400 vers sur Pygmalion, sur sa folie essentiellement. Et puis, à partir de là, toutes sortes de développements textuels et iconiques, parce que effectivement, les vers de Jean de Meun, qui étaient un succès énorme, qu'on ne dit plus aujourd'hui, mais qui ont été un énorme succès en son temps, ont été illustrés sous forme d'enluminures de toutes sortes. Et donc, il y a eu un accompagnement visuel de l'histoire littéraire de Pygmalion. Et puis alors ensuite, je dirais surtout au XVIIIe siècle, ça a été une sorte de renaissance de Pygmalion dans les écrits à nouveau et dans les images. Parallèlement, les cas les plus célèbres sont ceux de Rousseau, Rameau exactement. Rameau a fait un petit opéra sur Pygmalion, et Rousseau et d'autres auteurs peut-être moins connus, mais peut-être encore plus intéressants, comme Bourreau des Landes. Donc, qu'est-ce que le XVIIIe cherchait dans Pygmalion, dans l'histoire de ce sculpteur qui tombe amoureux de sa statue et qui finit par s'unir avec elle? Au XVIIIe siècle, ce qu'on cherche, c'est les liens entre l'imitation, le rapport entre l'art et la nature, le désir, et le désir qui transforme l'art en nature. D'une certaine manière, c'est, pour le dire d'un seul mot, c'est l'objet de ce que le XVIIIe siècle va surtout rechercher. Et il y a toutes sortes d'images, soit littérales, soit dérivées, presque des parodies presque de Pygmalion, des transformations chez Fuseli, chez Goya,
sous des formes à la fois érotiques chez Rollinson et un peu mystiques plus tard chez les pré-raphaélites. Donc, toutes sortes de volatilisation en tous sens. Et ensuite au cinéma, dès les débuts du cinéma, il y a plusieurs Pygmalions chez Méliès, plusieurs Pygmalions dans le cinéma primitif, et ensuite toutes sortes de variations dans le cinéma parlant. Le Pygmalion de Bernard Shaw, qui a été qui est une sorte de variation un peu comique du thème de Pygmalion, jusqu'à évidemment Hitchcock, Truffaut, etc. Hitchcock, quoi. Hitchcock, c'est évidemment Vertigo, ce personnage qui est absolument obsédé par cette femme dont on ne sait pas si elle est vivante ou morte, qui la transforme et qui la recrée à son image pour s'unir à elle. Enfin, c'est toujours évidemment le lien donc de la fabrication de la femme et de son désir et de son assouvissement. C'est selon, en fait. Il n'y a pas une leçon unique à en tirer. Le point commun, c'est effectivement le sculpteur, la sculpture qui devient donc femme, qui s'unit à son sculpteur, et qui a été tiré dans tous les sens. Un sens matérialiste chez Bourreau-Deslandes, dans un sens psychopathologique. En particulier chez Huysmans, qui parle du pygmalionisme comme de la chose la plus épouvantable qui existe, pire que l'inceste, et parce que effectivement on fait l'amour avec rien d'une certaine manière. C'est pire même que Narcisse, pire que tout. Et cela, c'est quelque chose qu'on va trouver déjà dans le texte de Jean de Meun dans le roman de la Rose. Donc leçon, non, il n'y en a pas, c'est un fantasme. Et c'est un fantasme dans lequel on ne sait pas si le pouvoir de l'imagination est tel que l'objet de l'imagination devient réel ou non, et jusqu'à quel point. C'est cette inconnue qui est intéressante, là, le fait qu'on ne sait pas jusqu'à quel point la réalisation de l'imaginaire, jusqu'à la folie, par exemple chez Nerval, ne va pas en quelque sorte créer à partir de rien une sorte de fantasme qui s'incarne. Donc c'est ça peut-être la grande histoire, c'est l'incarnation du fantasme, c'est-à-dire que la vision devient véritablement, prend consistance et prend réalité. D'une certaine manière, oui. Enfin, je sais qu'en ce qui me concerne, en fait, c'est un fantasme de Nerval qui m'a donné le déclic pour écrire ce texte. C'est une discussion que je raconte tout à la fin, mais qui est venue au début, en fait, de ma recherche, dans laquelle Nerval parle d'un insecte merveilleux qu'il appelle le cyclophore. C'est un insecte extraordinaire et dont il explique à son interlocuteur qu'il l'a fait lui-même. Et on lui demande avec quoi, il dit avec un peu de pelure qui se trouvait au fond de mes poches. Et donc il l'a fait, il a créé cet insecte et l'insecte s'est envolé. C'est l'envol de cette chose créée à partir de rien, mais qui s'est réalisée et qui disparaît, qui est pour moi vraiment la chose mystérieuse et qui m'a vraiment touché. On évoque Pygmalion, mais dans cette série on évoque aussi d'autres figures. Il y a des Pygmalions, puisque comme vous l'avez dit vous-même, ce qui est intéressant, c'est la variété de tous les traitements, les investissements, les versions qui en ont été données. Néanmoins, si on essaie de confronter, Frankenstein fait de corps cousus ensemble, le golem fait d'argile façonnée et ensuite activée par le tétragramme sacré, enfin par le nom de Dieu, et puis Pygmalion, la statue parfaite, et à ce point parfaite qu'on aimerait qu'elle se passe, elle devienne un objet de la nature. Si on essaie de confronter tout cela, et notamment Pygmalion et le golem, qu'est-ce que selon vous on peut retrouver de fructueux ? Il est évident qu'il y a une sorte de,
je dirais, de folie créationniste de l'artiste qui croit qu'il peut s'égaler à Dieu. En tout cas, ce n'est pas évident dans le mythe de Pygmalion, c'est beaucoup plus évident dans le mythe de Frankenstein, où il y a sans arrêt ce rappel que le monstre est la créature de Frankenstein, comme Frankenstein est la créature de Dieu. Il y a cette sorte d'étagement, d'implication, d'imbrication des créations qui, d'une certaine manière, peut se répercuter chez l'artiste lui-même, qui veut faire une œuvre d'art telle que cette œuvre d'art soit la nature elle-même. Ce qui est assez intéressant dans les différentes mythes antiques, en tout cas de la statue animée, la statue qui provoque le désir, c'est que on dit toujours, avant même qu'elle ne soit transformée en chair et sang, on la croirait vivante. Ovide s'adresse au lecteur et lui dit, elle est tellement parfaite que tu la croirais vivante, dit-il. Et on trouve un petit peu la même chose dans d'autres mythes que je rapproche de cela, le mythe, l'histoire célèbre de l'homme rendu fou par la Vénus de Praxitèle qui s'accouple avec elle et qui laisse sa trace sur la cuisse de la statue, qui finit par se tuer, et qu'on retrouve encore, là je n'en parle pas mais j'en parlerai ailleurs, peut-être, d'une statue qui se trouve dans une fontaine du Songe de Polyphile, dont l'auteur dit « Elle est si belle qu'elle surpassait même la Vénus de Praxitèle qui forçait les hommes à se masturber. » C'est le terme qu'emploie l'auteur. Et elle est tellement belle que plutôt qu'une statue qui force le désir des hommes, on se demande si elle n'était pas une femme qui a été pétrifiée. Donc il y a une sorte de réversibilité de Pygmalion, enfin dans l'imaginaire de l'imitation, de la mimésis, dans laquelle effectivement il y a un rapport entre l'art et la nature, dans lequel la nature doit être le modèle de l'art, l'art doit se rapprocher aussi autant de la nature que possible, au point que d'une certaine manière, l'art devient presque le modèle de la nature. Ça, c'est des choses qu'on trouve même à l'époque classique chez Roger de Pile. On a l'impression, dit Roger de Pile, que Rubens est le modèle que la nature a suivi. Il y a presque du Oscar Wilde, mais qu'on trouve 2 siècles avant lui. Voilà une présentation du mythe de Pygmalion par Jean-Claude Liebenstein à Ada Kerman. Là, il y a un peu je ne veux pas dire qu'il y a un peu de golem dans Pygmalion, mais enfin, en tout cas, dans cette idée nirvalienne d'un personnage qui pétrit une figure, un petit insecte dans sa poche avec de la pelure, et puis elle s'envole. On est dans un processus, une procédure assez golémienne. Oui, même si tout de même la différence avec Pygmalion, c'est qu'on a affaire ici à un corps idéal, parfait, alors qu'évidemment avec le golem, on est dans le domaine du frustre, de ce qui doit être parachevé. Donc ça c'est quand même... Et puis on n'est évidemment pas dans une dynamique de désir. Donc ça c'est une grosse différence, mais évidemment cette idée de pouvoir conférer la vie à ce qui n'est pas animé, c'est un trait qui unit ces deux récits. D'ailleurs, on peut, pour terminer, évoquer l'apparence généralement donnée au golem. C'est un pan de terre sur lequel on a foré 2 yeux et tracé une petite bouche. Généralement, on laisse la figure dans sa dimension la plus sommaire d'être mal dégrossi. Oui, même si vous avez dans certaines représentations exceptionnelles des golems qui sont très séduisants et qui peuvent aussi engendrer du désir. Des golems séduisants, par exemple ? Eh bien justement, dans l'opéra que je mentionnais, Golem 13, le golem suscite beaucoup de désir chez la fille du rabbin. Et il a une apparence très séduisante. Voilà. Donc, vous retrouvez l'an prochain pour l'ouverture de cette exposition sur le golem au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Alors, on y retrouvera beaucoup de choses dont on a parlé, c'est-à-dire le golem en tant que réalité mystique, religieuse, et puis toute son expansion plastique. Oui, ce qui nous intéresse dans l'exposition, c'est de montrer en quoi c'est un récit qui a pu fasciner des artistes. Donc, on va beaucoup insister sur les composantes strictement esthétiques, plastiques du récit, et on montrera énormément de choses qu'on a aussi
pas pu aborder faute de temps, de la bande dessinée, des jeux vidéo et bien sûr de la peinture, photographie et autres. Et donc ça sera, je pense, un parcours assez riche. Donc l'an prochain, donc au musée d'art et d'histoire du judaïsme, à l'automne, Anne-Hélène Hogg, qu'est-ce qu'on pourra y voir au musée d'art et d'histoire du judaïsme? À l'automne, il va y avoir, alors ça je l'annonce tout de suite, on va présenter dans les foyers de l'auditorium l'intégralité des dessins de Luz sur le livre, d'après le livre d'Albert Cohen, Ô vous frères humains. Et puis il va y avoir une exposition sur Schoenberg. Il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se passer. Je vous invite à aller sur le site du musée pour regarder le programme. Eh bien, nous y irons. Merci Michel Faucheux. Merci. Votre actualité est largement frankensteinienne, j'imagine, cette année? Oui, puisque mon dernier livre, effectivement, c'était Frankenstein, une biographie où j'abordais justement Frankenstein et le monstre comme personnage, mais comme personnage qui, au fond, continue à vivre à travers plusieurs supports. Littérature, cinéma, jeux vidéo, bande dessinée, etc. Donc peut-être à se revoir bientôt au fil d'une nouvelle actualité frankensteinienne, qu'un parcours de lecture autour du golem. D'abord Kabbale et Kabbaliste de Charles Mopsic chez Albin Michel, ça présente très bien la Kabbale, bien évidemment. Le Sefer Yetzira, le livre de la création, il est lisible chez Rivage. Le catalogue de l'exposition, c'est pas facile, mais on peut tenter. Magie, donc le catalogue de l'exposition qui a eu lieu au Mage. Michel Faucheux à lire ce très beau livre, Norbert Wiener, Le golem et la cybernétique aux éditions des Cendres, le Guérim, le golem de Mering, que c'est chez Garnier Flammarion, la traduction de Jean-Pierre Lefebvre. La plus récente incarnation, je dirais fictionnelle, c'est celle de Pierre Assouline chez Gallimard. À lire également Le golem d'Hollywood au seuil de Jonathan et Jesse Kellerman. Et puis en DVD, Le golem à l'INA, donc de Jean Kershbron. Et L'empereur du boulanger, donc le film tchèque sur la figure du golem chez Artus Film et Jean-Claude Lebenstein. Pygmalion, c'est chez les presses du réel. On se retrouve demain pour une émission Robot et Automate. Je serai avec Jean-Claude Houdin, Isabelle Jarry et Pascal Pinto. L'émission d'aujourd'hui était réalisée par Laurent Polleret, à la technique Claire Levasseur. C'était donc le 3e volet de notre traversée d'été sur les créatures artificielles en mémoire de Frankenstein.